Au commencement, la mort d'un jeune militant nationaliste décédé le week-end dernier à Lyon après avoir été lynché par des militants d'extrême gauche. Un drame qui a relancé le débat sur le climat politique en France et le niveau d'agressivité d'une certaine frange d'électeurs. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. 2300 faits de violence politique recensés au cours des 10 dernières années, selon la sociologue Isabelle Sommier. Cela va des attaques de permanence politique à l'agression d'élus, en passant par le vandalisme et les assassinats. Peut-on encore parler de radicalisation marginale ou bien est-ce le symptôme d'un malaise démocratique plus profond? Est-ce qu'on est en train d'assister à un grand basculement? On va en discuter avec vous, Antoine Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en psychologie politique, vous signez un article dans The Conversation intitulé « Meurtre de Quentin Derenque. Quels mécanismes conduisent à la violence politique ?» Alors pour commencer, je vais m'appuyer sur les travaux de la sociologue Isabelle Sommier. Selon elle, les agressions à caractère politique ont doublé en 10 ans. Est-ce qu'on peut parler d'un retour, d'une résurgence de la violence politique, ou bien elle a toujours existé et dans des conditions bien plus dramatiques par le passé? Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Alors, ma connaissance un peu des ordres de grandeur quantitatifs de la violence politique en France, je la tiens justement de ma lecture du travail de Madame Sommier, donc j'en réfère à elle en bonne partie. En termes de grandes tendances, les années 30, les années 70, la guerre d'Algérie, c'était bien plus violent que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on est plutôt sur une trajectoire de pacification. Il y a un peu moins de violence dans la société, il y a un peu plus, il y a certainement un progrès moral qui est à l'œuvre. Mais c'est vrai que depuis 2022, depuis une petite dizaine d'années, et ça c'est les travaux de Madame Sommier qui en attestent, on a un peu un retour de la violence politique des ultras, notamment avec les élections législatives de 22 et par exemple la candidature de Zemmour. À quoi c'est dû, selon vous, cette dégradation du climat politique? On parle beaucoup en ce moment et depuis quelques années maintenant de la polarisation de la France, à mesure que les partis d'extrême droite et d'extrême gauche gagnent du terrain dans les urnes. C'est vraiment cette polarisation qui entraîne une hausse de la violence? Oui, j'aurais tendance à dire ça. En fait, je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est que la polarisation, c'est pas un phénomène épisodique qui s'est développé avec les réseaux sociaux. C'est une sorte de capacité que un peu l'esprit humain a en potentiel un peu tout le temps. Et que certains moments, en raison souvent de l'influence des environnements médiatiques, de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, etc., des perceptions de la menace, des perceptions du conflit vont être un peu activées. Mais en fait, la prédisposition de l'être humain à voir le monde comme étant structuré en in-group, out-group, endo-group, exo-group, des gens qu'on déteste, des gens qu'on adore, c'est universel, c'est éternel. Et voilà, il faut pas penser que c'est une espèce de produit de l'environnement digital dans lequel on est actuellement plongé. Dans votre article, vous citez un modèle développé par le psychologue Fatali Moghadam qui s'intitule « L'escalier vers le terrorisme ». Vous expliquez qu'il y a plusieurs marches qui conduisent à la radicalisation. Comment appliquer ce modèle à la France et aux Français? On est sur quelle marche à ce stade? Alors, la plupart des gens sont bas sur l'escalier, heureusement. Ce que j'ai voulu essayer d'exprimer dans l'article avec cette métaphore de l'escalier que j'emprunte effectivement aux théoriciens du terrorisme et de l'extrémisme, c'est qu'en fait, il y a une sorte de continuum psychologique entre la pensée partisane ordinaire et des gens qui seraient tellement radicalisés qu'ils deviendraient violents. C'est pas du tout le même degré, bien sûr, mais il y a un continuum. Tout le monde a une certaine tendance à s'exposer de manière sélective à des sources d'informations qui lui disent un peu ce qu'il a envie de croire, et la plupart des gens sont réticents au fait de s'exposer à des visions du monde politique, à des argumentations politiques qui vont contre ce qu'ils croient déjà. La plupart des gens ont tendance à ne pas fréquenter assez des gens qui ont des points de vue vraiment différents et qui pourraient les enrichir, les contredire, les faire réfléchir sur les questions politiques. Et en fait, si vous concentrez un peu ce cocktail ordinaire qui est vrai de la vie et des consommations d'informations de la plupart des gens et que vous le poussez à l'extrême, et que vous rajoutez ensuite un phénomène de radicalisation avec une dynamique de groupe, vous arrivez potentiellement à la violence politique. Mais en fait, voilà, la violence politique est un peu comme le point d'orgue, le point d'arrivée d'un escalier qu'on a tous un petit peu tendance à emprunter en temps normal. Pour en revenir à ce drame survenu donc, il y a 8 jours, le lynchage de Quentin Derenque, certains ont tenté ces derniers jours de distinguer les violences. Il y a celle de gauche, il y a celle d'extrême droite. Est-ce qu'il est important de faire un distinguo, de ne pas tout mettre dans le même panier, ou bien toutes les radicalités se valent? J'aurais tendance à dire qu'au plan des mécanismes psychologiques, il y a énormément de points communs. Ceux que j'ai un peu décrits, la pensée groupale, la perception de la menace, le fait de n'entendre, de s'isoler souvent dans des chambres d'écho informationnelles et politiques qui nous disent ce qu'on a envie d'entendre, etc., etc. Ça, c'est les points communs. Maintenant, il y a quand même des différences. L'extrême droite a beaucoup plus une culture de promotion, d'héroïsation de la violence que l'extrême gauche, d'accord ? C'est beaucoup moins anti-moral ou anti-normatif au sein des cercles de l'extrême droite que de passer à la violence, etc. L'extrême droite ratonne des membres de minorités ethniques ou des homosexuels dans les rues. L'extrême gauche ne s'en prend pas à des catégories de population civile
elle s'en prend seulement à ses rivaux politiques du côté de l'ultra-droite. Et en termes d'ordre de grandeur, il faut se rappeler que sur la période 1986-2021, donc là c'est à nouveau les données de Mme Sommier et de ses collègues, on a un rapport de x10 au détriment malheureusement de l'extrême droite qui commet bien plus de violence que l'extrême gauche, et ça il faut quand même le rappeler. Ces derniers jours, le débat portait aussi sur la responsabilité des partis politiques. Certains accusent les responsables politiques et les médias de nourrir une violence par leur discours, de pousser les gens à passer à l'acte. Est-ce qu'on peut en conclure qu'aujourd'hui, les mots tuent ? Alors, les mots ne tuent jamais littéralement. Mais ce que les mots peuvent faire, c'est qu'ils peuvent un peu installer un climat de perception de la menace, de perception du conflit, qui ensuite donne des idées aux gens, ou qui normalise un peu des formes de rhétorique très offensives, très déshumanisantes du camp d'en face, etc. Donc c'est vrai qu'en tant que psychologue politique, j'aurais envie de bien souligner le fait que dans les contextes de polarisation, on est tous responsables. Il faut tous qu'on fasse attention à comment on parle, à comment on s'exprime sur les réseaux sociaux. Les mots ne tuent pas littéralement, mais on peut participer à un environnement informationnel de déshumanisation et de culpabilisation un peu trop unilatéral des groupes qu'on n'aime pas, en oubliant que soi-même, sa propre rhétorique, son propre camp, on peut aussi parfois ajouter de l'huile sur le feu. Cela signifie que les partis politiques devraient faire le ménage dans leur rang, comme certains les appellent à le faire ? Ça peut être une assez bonne idée. En tout cas, je pense qu'il faut diffuser dans la culture démocratique de la France et des autres démocraties une espèce de disposition humble à concéder que parfois son camp, à soi, a fait des bêtises, a mal parlé, a provoqué, est irrationnel, est dogmatique, etc. Je pense que cette espèce de disposition à concéder comme ça que soi-même on a des torts pourrait énormément pacifier le débat et encourager nos adversaires, nos interlocuteurs à faire des concessions en retour. Vous disiez un peu plus tôt qu'on avait tous une propension à se radicaliser, à se polariser. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça peut pousser les plus modérés finalement à choisir leur camp ? Je pense que les modérés sont nombreux. On a tendance à sous-estimer le nombre de modérés dans la société. Il y a ce qu'on appelle le phénomène du prisme des réseaux sociaux, qui est que les réseaux sociaux, la face écrite un peu de l'opinion publique, donne une impression distordue de l'état de l'opinion à un moment donné. On pense qu'il y a plus de radicaux qu'on a dans la réalité parce que les radicaux s'expriment beaucoup et sont promus par les algorithmes. En fait, la plupart des gens sont des gens plutôt raisonnables, qui sont contre la violence, qui sont plutôt un peu plus au centre que les extrémistes. Et ces gens-là, il est impératif d'essayer de leur parler, d'essayer de les rallier. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel pour la dépolarisation en France. C'est simplement une thématique dont on ne parle pas assez, mais on a les outils pour avancer. Oui, vous expliquez qu'il y a un antidote à la radicalisation, qu'il existe des techniques de désescalade et qu'elles devraient même être enseignées dans les écoles, c'est ça ? Effectivement, alors on avait avec mon co-auteur Peter Barrett fait un peu cette proposition un peu osée de dire pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ça au collège et au lycée comme on a commencé à le faire avec les fake news, la désinformation et les mécanismes de la crédulité. Il y a un certain nombre d'antidotes, aucune recette magique, mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut communiquer plus clairement sur juste le rejet viscéral de toute forme de violence pour réduire un peu les incitations réputationnelles ou statutaires que certains militants peuvent avoir de s'engager dans la violence. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes, par exemple, sont réticents au fait de couvrir les auteurs des mass shootings ou des attentats d'attaques terroristes islamistes. On peut essayer d'emboîter le pas à ces nouvelles habitudes et refuser de couvrir un peu trop les membres extrémistes qui commettent des violences pour désinciter un peu le passage comme ça et la glorification. On peut effectivement enseigner les techniques de la désescalade, de la non-violence à l'école. On peut enseigner aussi les mécanismes du passage à l'acte et l'escalier dont j'ai parlé plus tôt, celui par lequel on se radicalise progressivement en partant d'une pensée partisane ordinaire et on peut arriver potentiellement à la violence. On peut aussi enseigner les techniques de la non-violence, de la non-escalade, accepter de se laisser insulter, de se laisser parfois provoquer en restant stoïque. Tout ça étant le pouvoir des gens et mérite d'être enseigné et diffusé à grande échelle chez les jeunes. Pour terminer, je voudrais vous faire réagir au poste de Dominique de Villepin, aujourd'hui l'ancien Premier ministre français sous Jacques Chirac. Selon lui, concentrer les coups sur les insoumis, comme c'est le cas en ce moment, revient à créer un corridor de respectabilité pour le Rassemblement national, ce qui met en danger la démocratie. Il explique qu'en contribuant à faire élire l'extrême droite, on prend un risque mortel pour la démocratie, celui que le régime ne rende jamais le pouvoir par les urnes. Cette tribune de Dominique de Villepin, elle vous parle ? Alors écoutez, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne l'ai pas lu cette tribune, j'en apprends l'existence là tout de suite. Je pense que par rapport à l'extrême droite, il faut essayer d'éviter deux écueils. Le premier, ce serait évidemment d'oublier qu'il y a un vrai danger d'érosion de la démocratie si l'extrême droite devait passer au pouvoir. D'un autre côté, je pense qu'il est important aussi d'essayer de s'adresser à l'électorat du RN en le déshumanisant pas à l'excès et en essayant d'entendre, de porter une oreille attentive
aux éventuelles peurs liées à l'immigration que cet électorat porte, etc. Et je pense que c'est un impératif pour la gauche et pour les personnes du centre d'essayer de porter une oreille attentive et respectueuse à ce genre de doléances, sans les envoyer en bloc, les envoyer balader complètement, mais tout en restant quand même vigilant sur le fait que, bien sûr, le RN constitue, je pense, une importante menace sur la démocratie. Merci beaucoup, Antoine Marie, d'être intervenu sur l'antenne de France 24. Restez avec nous. Dans quelques instants, ce sera le Journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.